Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier Global Industry Connect, 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers, c'est-à-dire aux secteurs que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je m'appelle Christophe Dupré et je suis rédacteur et responsable des conférences de cet événement. Le présent webinar se situe dans l'univers plasturgie caoutchouc composite et concerne en particulier les différents équipements et savoir-faire proposés par les exposants du salon. Avant de démarrer, un petit mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinar. Tout d'abord, sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises si vous souhaitez approfondir les échanges avec eux au-delà du webinar. En effet, en vous connectant via MyGI Connect, vous avez d'ailleurs un petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés, vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business. Car notre objectif et l'objectif de Global Industry Connect est bien sûr de déclencher avant tout des opportunités au sein des différents écosystèmes. N'hésitez donc pas à utiliser cette fonctionnalité. Enfin, tout au long du webinar, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. Posez votre question de préférence dans l'onglet questions plutôt que chat, ou si la question a déjà été posée par un autre internaute, faites-la remonter dans le fil de discussion en lui donnant un like. Mais entrons dès à présent dans le vif du sujet. Lors de ce webinaire, je vais donner successivement la parole à 4 exposants qui nous feront autant de pitch de présentation de 5 minutes chacun, le temps de vous détailler leurs différentes spécialités. Après chaque intervention, je leur poserai une ou deux questions de mon cru ou des questions que vous avez vous-même postées en ligne. Et en fin de session, nous aurons également une séance de questions-réponses issues de vos demandes posées sur la plateforme. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Philippe Perrault, directeur technique de Trelleborg Sealing Solutions. Jean-Philippe, vous allez nous parler plus particulièrement du développement par votre entreprise de pièces multicomposants, je crois. Je vous laisse la parole. Ouais, bonjour à tous. Exact. Je me représente, Jean-Philippe Perrault, directeur technique chez Trelleborg France. Je représente la division Sealing Solutions. Nous sommes présents dans 50 pays et nous réalisons un chiffre d'affaires d'1,1 milliard d'euros avec 7300 employés. Trelleborg Sealing Solutions est spécialisé dans la fourniture de performance et principalement de matières Un petit plastiques et problème. d'élastomères. Et guidage pour des applications statiques et dynamiques. Nous sommes présents dans l'automobile, l'industrie en général, en particulier dans, si j'en cite quelques-uns, le médical, l'alimentaire, l'agriculture, l'hydraulique, l'énergie ou la marine. Avec le support de nos services R&D, nous développons des solutions spécifiques en partenariat avec leurs clients pour répondre à un besoin et une fonction. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter la dernière innovation dans le développement de pièces multicomposants avec le moulage d'élastomères vulcanisés sur une pièce en plastique. Si je prends par exemple un bouchon de carter qui est constitué du bouchon en lui-même et de son joint d'étanchéité, avec ce procédé de production, on va réaliser en une seule opération l'injection plastique et le moulage du joint. Cela nous donne le principal avantage dans ce cas est de n'avoir plus qu'un seul composant au lieu de deux et d'éliminer dans un premier temps l'opération d'assemblage et d'avoir deux composants à gérer. Cela nous donne également l'opportunité de réviser le design, de concevoir des pièces beaucoup plus compactes, de repenser la fonction d'étanchéité en remplaçant par exemple un joint plat, un joint torique par plusieurs lèvres d'étanchéité pour une bien meilleure performance de l'ensemble. C'est un procédé qui est très fiable, pour au moins deux raisons. La première, il est dit flashless, c'est-à-dire qu'on va produire notamment au niveau de la partie élastomère une pièce sans bavure qui va éviter l'opération débavurage indispensable dans le moulage des élastomères classiques.
L'adhérisation de l'élastomère sur le plastique se fait par une liaison chimique sans aucun apport d'adhérisation, ce qui permet également d'éviter cette phase de préparation, dégraissage, mise d'un agent d'adhérisation et autres. Dans ce cadre de développement, pour le développement de ces pièces, la première étape va être donc de réaliser des essais pour définir la capacité et définir les matériaux à s'adhériser entre eux. Vous pouvez le voir en haut du slide, on a deux petites éprouvettes noires et bleues. On va réaliser ces essais d'injection pour, par traction, vérifier l'adhésion. Comme vous pouvez le voir dans le tableau présent, on a acquis à ce jour des expériences avec des matières, différentes matières, des élastomères de type fluorocarbone, PDM ou HNBR, adhérisés sur des plastiques comme des polyamides, PPA, PPS. Et on peut également, ce qui n'est pas montré là, faire des bi-injections avec du silicone liquide. On peut passer sur le troisième. Merci. Quelques mots de ce process. Si je mets à part le moulage des thermoplastiques élastomères qui ont une longue date, pour le moulage des multicomposants, on disposait jusqu'à maintenant, pour les élastomères vulcanisés, qui présentent de bien meilleures propriétés mécaniques et chimiques que des thermoplastiques élastomères, d'un process de surmoulage. Ça consiste, dans un premier temps, à réaliser un insert ou un susrat sur une presse à injection plastique, puis par la suite de venir l'insérer dans une cavité pour venir surmouler l'élastomère. Le procédé dont je parle aujourd'hui est, lui, complètement automatisé. Les deux opérations, qui est d'injection plastique et de moulage de l'élastomère, se réalisent dans un même cycle de production. On a un outillage qui va être composé de deux zones, l'une dite froide, dans laquelle on va injecter une matière plastique portée en température pour venir la refroidir dans la cavité, et une zone dite chaude, dans laquelle on va venir injecter un élastomère froid pour le maintenir à température dans sa cavité et pouvoir le vulcaniser. À l'ouverture de l'outillage, le robot, à l'aide d'un gripper, va venir transférer la pièce plastique dans la cavité élastomère et dans la même opération, démouler la pièce finie pour venir la déposer sur la zone de contrôle optique de la cellule de production. Il restera à l'issue de ça, en fonction de la nature du polymère utilisé, une opération de post-cuisson éventuelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini. Merci beaucoup Jean-Philippe. J'ai une petite question complémentaire. Si vous deviez mettre en avant plus particulièrement l'une des pièces réalisées par ce procédé, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, c'est difficile de définir une pièce en particulier. Je pense que tout l'intérêt de ce procédé, c'est évidemment de pouvoir mouler un élastomère vulcanisé sur une pièce plastique. À aujourd'hui, ce procédé est tout récent. On a quelques cellules qui tournent sur des pièces automobiles ou sur des fonctions de moteurs électriques pour vélo. Le gros avantage est effectivement d'avoir une pièce qui va remplir deux fonctions. Merci beaucoup à vous. On reviendra vers vous également à la fin de ce webinaire. Continuons en attendant, en restant dans le domaine de l'industrie du futur avec l'intervenant suivant, Vincent Cheminel de Stobli, qui va nous parler en particulier de l'offre de son entreprise en matière de robotisation de ses opérations en pied de presse. Vincent, c'est à vous dès maintenant, quand vous êtes prêt. Bonjour à tous, je suis très heureux déjà d'être parmi vous. Alors, concernant donc l'entreprise Stobli, vous pouvez passer peut-être au premier slide, voilà. Donc, nous sommes une entreprise familiale
qui existe depuis un peu plus de presque 130 ans maintenant. Donc, nous appartenons toujours à la famille Stobli, présent dans une trentaine de pays dans le monde, avec la particularité d'avoir le site de fabrication mère, on va dire le site principal en France. Donc, pour nos 3 divisions, les activités de R&D et de production, on va dire principales, sont faites en France. Un peu plus de 2000 personnes en France, dont 1400 sur le site en Haute-Savoie, et on active un peu plus de 5000 personnes en sous-traitance. Donc, concernant les activités, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de robots. Mais pour ça, quand on parle de Stobli dans la plasturgie, il y a déjà une renommée qui tourne autour de notre division connecteur, raccord. Donc, tous les raccords Stobli, bien sûr, sur les outillages. Mais ça va plus loin que ça. Donc, tous les systèmes d'automatisation, puisqu'on va parler d'industrie 4.0. Donc, tout ce qui va être de chargement, d'outillage en automatique, les systèmes de bridage automatique, de connexion de fluides en automatique. Donc, tout ça n'est pas géré par la division pour laquelle je travaille, mais c'est des produits qui sont fabriqués également par Stobli et qui sont en lien directement et avec la plasturgie et puis, bien sûr, avec l'industrie 4.0. Donc, concernant moi, ce dont je vais vous parler plus précisément, donc la robotique. Donc, on peut aller sur le slide suivant. Donc, la robotique en plasturgie, donc déjà, la particularité de la plasturgie, c'est que la robotique existe depuis très longtemps. C'est très longtemps qu'on voit des robots cartésiens au-dessus des presses à injecter. Ça fait partie je pense, des premiers marchés qui a intégré des robots dans ses productions, de par la spécificité de la production en série et de la production de masse. Donc, l'idée de la robotique, bien sûr, c'est d'apporter de la compétitivité aux entreprises. Nous, on va pas fabriquer ces fameux robots cartésiens. On va être ce qu'on voit sur l'image, notamment en haut à droite, sur des robots principalement 6 axes. Donc, pourquoi intégrer un robot 6 axes sur une presse à injecter plutôt qu'un robot cartésien? L'idée, c'est vraiment, à partir du moment où on a la production de masse, où on va aller maintenant de plus en plus vers l'industrie 4.0, qui va être la personnalisation de masse, donc la capacité des outils à s'adapter très vite à une production, à être très flexible. Eh bien, il va falloir des moyens qui soient également autour de la presse très, très flexibles, très facilement reprogrammables et qui puissent surtout ajouter un maximum de valeur ajoutée autour des produits. Donc, l'idée, contrairement, on va dire, à un robot cartésien classique qui va souvent se contenter de décharger la pièce, voire de déposer des inserts, l'idée va être d'augmenter au maximum la valeur ajoutée sur les produits directement en pied de presse grâce à l'agilité et à la flexibilité des robots 6 axes. Donc, quel type d'opération? Bien évidemment, tout ce qui va être en amont de l'injection plastique même, c'est-à-dire la préparation des inserts, le dévraquage, l'insertion de ces inserts dans le moule, donc avec une haute précision. On a des robots aujourd'hui qui vont être précis au dixième de millimètre pour de la dépose d'inserts dans les outillages. Et puis, bien sûr, on va décharger la pièce en ajoutant, pendant le cycle de la presse, un maximum d'opérations, en fonction du temps de cycle, bien sûr, autour du moulage même. Donc, c'est-à-dire des opérations de contrôle, des opérations de dépose de joints, des opérations d'assemblage. On peut aller jusqu'à des opérations de reprise de forme et bavurage si nécessaire. Donc, voilà, l'idée du robot 6 axes, c'est vraiment d'apporter un panel d'opérations possibles autour de votre production pour optimiser la valeur ajoutée sur vos produits et surtout ramener encore de la compétitivité dans les entreprises. Et notamment, quand on voit aujourd'hui les productions de masse qui ont tendance malgré tout à avoir des lots plus petits, puisqu'on va vouloir personnaliser au plus tard possible dans la production les produits pour correspondre aux besoins et à la demande des clients. Eh bien, on va arriver sur des lots de fabrication plus petits, donc un équipement qui va être facilement reprogrammable et qu'on va pouvoir adapter très facilement aux différentes productions des usines. Donc, le dernier slide, s'il vous plaît. Donc, voilà, pour répondre à ces besoins de multiples opérations de flexibilité, donc on a toute une gamme de robots en standard, qui sont ce qu'on voit en haut à droite. Donc, des robots 4 axes et 6 axes. Donc, les robots 4 axes, ce sont des robots qui vont travailler dans des plans parallèles, qui vont surtout être utilisés en amont de la presse à injecter, pour tout ce qui va être préparation d'inserts, par exemple, dévraquage. Donc, on va prendre une pièce dans un plan et la préparer dans un outillage pour la main de préhension, pour que le robot 6 axes puisse venir après prendre tous les inserts et les mettre dans le moule. Et puis à droite, donc tous les robots 6 axes avec des robots qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m de rayon d'action et une charge embarquée de 150 kg. La particularité de Stobli par rapport à ce qui peut exister sur le marché, on le voit déjà en termes de design, c'est qu'il n'y a aucun câble qui passe à l'extérieur.
des robots qui sont complètement encapsulés. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir aller dans des environnements très contraints, très sales, voire très propres, quand on va parler de salle blanche, de milieu médical, puisqu'on va avoir des robots qui ne vont absolument pas polluer l'environnement, puisque tous les équipements ou les produits qui pourraient apporter de la poussière vers l'extérieur de l'environnement sont encapsulés directement dans le robot. Et donc, notre particularité, c'est que depuis cette gamme, on va pouvoir décliner dans différents environnements, des environnements compatibles aux décharges électrostatiques, aux environnements propres, comme je vous ai dit, pour les salles blanches, voire même des environnements humides où on peut aller carrément jusqu'à des environnements stériles pour le milieu médical. Et puis, on voit les robots bleus en dessous. Une autre particularité, c'est qu'avec les mêmes robots, on va pouvoir adresser toutes les applications que l'on connaît industrielles classiques, qui demandent beaucoup de rapidité, d'agilité, de précision, et aller vers des applications 100% collaboratives, où le robot va être à côté de l'opérateur, sans capteur, c'est-à-dire qu'il s'arrêtera au contact de l'opérateur, si opérateur il y a. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas une gamme de robots industriels classiques et une gamme de robots collaboratifs, c'est que la même gamme peut adresser en même temps les applications industrielles et collaboratives, voire un robot collaboratif peut redevenir rapide et faire des applications industrielles. Donc on n'est pas enfermé, quand on achète le robot, dans une case et dans un type d'application. Et puis on parle d'industrie 4.0, ce qu'on voit tout en bas, la robotique mobile, donc une gamme de robotique mobile pour apporter encore plus de flexibilité dans les usines, et notamment le produit que l'on voit en bas à droite, qui est donc un robot 6-axes embarqué sur un système mobile, qui lui va permettre d'apporter vraiment un maximum d'agilité dans vos productions, c'est-à-dire que le robot 6-axes va pouvoir se déplacer sur les postes de travail en fonction des opérations que vous avez à faire et des lots de fabrication. C'est-à-dire quand on parle d'industrie 4.0, vous allez avoir le RP qui va envoyer des ordres de fabrication directement au robot, qui va pouvoir dire, voilà, j'ai fini ma série à un endroit, maintenant je vais à un autre endroit dans l'atelier, faire une série d'assemblage ou de préparation de pièces, peu importe. Et du coup, c'est le robot qui va se déplacer sur les postes de travail et qui va pouvoir répondre aux besoins de séries qui raccourcissent sans avoir le besoin d'investir sur un équipement robotique sur chacun des postes de travail. Donc là, on est clairement dans l'industrie 4.0, donc un robot complètement flexible et mobile et qui est complètement connecté avec son environnement de travail. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on l'a bien compris à travers votre présentation, l'industrie du futur est au cœur de l'activité de Stobli. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler en avant-première certains des projets sur lesquels vous travaillez, seul ou en collaboration avec d'autres industriels? Alors, on a un équipement sur lequel on travaille qui s'appelle Axel, avec différents industriels qui étaient présentés à la Global Industrie, qui est justement de mettre en musique différents acteurs de l'industrie 4.0 pour une ligne de fabrication, on va dire démonstrateur dans un premier temps, mais c'est vraiment l'idée de montrer aux clients ce qu'on peut faire, avec donc un robot qui est là en préparation des pièces pour faire de l'assemblage en fin de ligne. L'idée est vraiment de montrer ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire un robot qui produit, donc qui prend ses ordres de fabrication en direct en fonction de l'ordre de fabrication, qui va s'adapter à la production, mais surtout qui, lui, va remonter de l'information en fonction de ce qui se passe à l'instant T. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du monitoring du robot en direct, récupérer les données robots en direct, pas seulement de production, mais également sur intrinsèquement ce qui se passe en lui, sur les moteurs, sur les couples, etc., avec l'idée d'avoir on va appeler ça une box, une boîte, qui analyse en direct les cycles du robot pour faire du prédictif en live, pour avertir le client d'une dérive. Voilà, attention, il y a un axe qui est en train de surchauffer, il va falloir prévoir une maintenance. Voilà, c'est vraiment ce vers quoi on travaille, c'est d'avoir ces équipements complètement autonomes qui vont pouvoir communiquer non seulement avec l'environnement, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais qui vont pouvoir également avertir le client, l'utilisateur, de toutes les maintenances à faire et voir, dans l'idéal, c'est que les données remontent chez nous pour qu'on puisse améliorer nos modèles en fonction des données réelles terrain de l'ensemble de nos robots qui équipent les industries dans le monde. Un grand merci, Vincent. Alors, on va passer au dernier intervenant de ce webinaire que j'ai eu le plaisir de croiser tout récemment.
Éric Thieffry d'Oerlikon Balzers France, vous allez nous parler de Balinite Chroma Plus, la solution mise en place par votre entreprise pour protéger les moules de transformation du caoutchouc. Éric, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter rapidement le Balinite Chroma Plus. Peut-être quelques mots sur le groupe Oerlikon Balzers. Nous sommes le premier fabricant de revêtements au monde. Nous sommes implantés dans 37 pays. On a à peu près 110 centres de production de revêtements à proximité de nos clients. Alors, nous réalisons des couches minces de quelques microns, principalement pour la protection des outillages. Cela inclut les outils coupants, les outils de formage, certains composants de précision également. Et ce sur quoi je vais j'allais dire, vous présenter sera plus en rapport avec tout ce qui est la protection des moules injection plastique et principalement la transformation du caoutchouc. Donc, Balinite Chroma Plus. Balinite Chroma Plus est un développement récent du groupe qui a été mis en place à plusieurs titres. Le premier est certainement de pouvoir trouver un substitut au chrome dur, parce qu'on sait que c'est un produit qui est de plus en plus pisté par Rich. Et effectivement, l'idée, c'est de trouver des solutions par voie sèche, c'est-à-dire en revêtement sous vide, tel que nous le faisons, pour substituer finalement à ces chromes durs qui ont la réputation d'être polluants. L'idée est de repartir sur des couches qui donnent des améliorations de longévité importantes aux outillages par leur dureté, parce qu'on va avoir des couches qui vont faire aux alentours de 2500 Vickers. On va également avoir une protection vis-à-vis de la corrosion qui est importante, parce qu'on a des revêtements qui sont à la fois très étanches, et ça c'est véritablement une capacité à bloquer toutes les émanations gazeuses qui peuvent être produites durant les cycles de transformation du plastique et du caoutchouc, et dans le même temps d'avoir, j'allais dire, une structure dont les énergies de surface vont permettre de faciliter, j'allais dire, d'une manière générale, le démoulage et surtout de limiter certains phénomènes d'encrassement que l'on connaît avec certaines matières. Donc, sur ce slide, vous avez, je vais dire, une représentation schématique de cette couche qui est un multilayer. Qui va nous permettre effectivement de remplacer au travers d'une couche qui va faire quelques microns, j'entends par là 5, 7, 8 microns, des couches de chrome dur qui auparavant, pour obtenir les mêmes longévités, devaient être de l'ordre de 25-30 microns. Donc une simplification également, j'allais dire, dans la mise à disposition de ces solutions sur des outillages qui n'avaient pas forcément intégré dès le départ la notion de protection. Alors, on va pouvoir switcher. Alors, j'allais dire un résultat rapide. Là, en l'occurrence, on va parler de transformation de joints en NBR. L'idée, au travers de ce produit, c'est de se dire que même sur des surfaces qui sont relativement complexes, avec des moulages de pièces avec des géométries qui sont, j'allais dire, très, très élaborées, on ait une possibilité de simplifier les phénomènes de maintenance. Un des phénomènes principaux que l'on rencontre sur ces outillages-là, c'est l'encrassement, c'est-à-dire que la transformation des caoutchoucs a tendance à laisser des résidus qui vont rester collés à la surface du moule et qui peuvent entraîner des défauts. Donc l'industriel qui transforme doit très régulièrement arrêter son outillage pour pouvoir le nettoyer. C'était typiquement le cas sur cet exemple. Le fait d'amener aujourd'hui ce type de revêtement Chroma Plus en surface a permis d'augmenter, j'allais dire, enfin de diminuer plus exactement le fréquentiel de nettoyage d'un facteur 3. C'est-à-dire que l'industriel précédemment était obligé de démonter ou de stopper, d'arrêter son outillage à peu près tous les jours pour pouvoir procéder à des opérations de brossage qui éliminent ces fameux résidus. Grâce au revêtement, on s'aperçoit que ce fréquentiel-là va monter jusqu'à 3 jours. C'est-à-dire qu'on est capable de produire 2 jours de plus sans aucun arrêt de presse sur les outillages. Alors ça, c'est
C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement la capacité que l'on a, j'allais dire, d'améliorer à la fois la qualité de la pièce produite et surtout de la rendre stable. Il n'y a pas de gestion, en tout cas on simplifie les phénomènes de contrôle en ligne sur la production de ces types de pièces qui sont souvent des pièces j'allais dire, de sécurité pour l'automobile et en tout cas où l'importance de l'intégrité de la pièce est critique. On va également permettre de diminuer l'utilisation des agents de démoulage. Effectivement, on sait que pour simplifier, j'allais dire, ces opérations j'allais dire, oui, de démoulage, finalement, on est obligé de pulvériser parfois certains produits sur les empreintes afin de faciliter et d'éviter que les pièces se déchirent lorsqu'on les enlève du moule. Grâce au revêtement, on est capable de limiter l'utilisation de ces types de produits. Alors ici, vous avez une représentation schématique de nos 2 couches, hein, donc ce fameux Chroma Plus qui va faire, j'allais dire, entre 3 et 10 microns en fonction de l'applicatif de notre client et puis le remplacement, finalement, de couches qui faisaient de 30 microns, j'allais dire pour ce qui est du standard, jusqu'à des couches qui peuvent aller jusqu'à 1 millimètre, avec tout ce que ça sous-entend, j'allais dire de gestion de décote et éventuellement de fragilité, de ces revêtements, chrome dur, sur toutes les arêtes des moules qui peuvent être des zones, j'allais dire, de fragilité potentielle. Donc, grâce à ce revêtement qui est une couche mince, on peut switcher d'un outillage qui n'était pas prévu, j'allais dire, où le revêtement n'avait pas été anticipé, à une solution de protection très efficace. Le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, en termes de longévité également, on va noter des gains qui sont relativement importants. Une couche de 3 à 10 microns, j'allais dire de Chroma Plus, peut augmenter d'un facteur 7, 8 la longévité d'un moule précédemment traité en chrome dur, pour des épaisseurs, j'allais dire qui s'échelonnaient entre 30 et 40 microns. Voilà, je pense Merci avoir beaucoup. fait le tour. Merci beaucoup, Eric. J'ai une ou deux petites questions complémentaires. Je voulais savoir comment cette solution avait été développée en interne et quels sont les secteurs d'activité auxquels elle s'adresserait plus particulièrement. Alors, j'allais dire le champ d'action du Chroma Plus aujourd'hui, j'ai cité effectivement la transformation des gommes caoutchouc. On a étendu désormais son application également à la transformation des LSR. On parlait des silicones liquides il y a quelques instants en arrière. Effectivement, on s'aperçoit que pour certaines formulations, on est capable effectivement aussi d'améliorer la longévité. Et puis, je dirais que le dernier champ d'action, c'est plus de l'injection plastique cette fois. Ça va être, par exemple, la transformation des PVC. Qui dégagent énormément de chlore et qui sont très corrosifs pour les outillages. Et l'étanchéité de la couche telle qu'elle est présentée aujourd'hui permet de renforcer de façon importante, j'allais dire, la robustesse des outillages ainsi revêtus. Merci beaucoup, Eric. Alors, je viens d'aller consulter le chat en même temps. Vous verrez, je vous invite à aller le voir quand on terminera. Il y a des commentaires assez élogieux sur vos différentes solutions, mais il n'y a pas de questions particulières. Moi, j'en ai une d'ordre plus général qui s'adresse à chacun de vous. On vient de traverser une période très compliquée pour l'économie en général et pour l'industrie en particulier. Au journal de midi et de 13h, il y avait encore un reportage notamment sur Airbus. Je voulais savoir comment ça s'était passé au niveau de vos différentes entreprises concernant la crise du coronavirus et si votre activité reprend, et sinon si vous avez un petit peu de visibilité sur une éventuelle reprise. Jacques, par exemple, est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, oui, ben, le schéma est toujours identique, mais avec des impacts différents selon la typologie des clients. Les clients nous ont vidé notre carnet de commandes au 15 mars, on va dire comme ça. Donc, on est passé à 20% de charge fin mars. On travaille un peu pour le médical, donc on est remonté assez vite à 25% de charge. La moyenne sur avril-mai, c'est 50%. Juin, c'est une euphorie de commandes, donc juin-juillet, si on pouvait travailler tous les samedis et voire les dimanches, on serait bienvenu. Par contre, la vision à septembre est inconnue. C'est-à-dire que je n'ai pas de prévisionnel fiable sur plus de 50% de mon carnet de commandes. Donc, c'est du très court terme.
Et c'est lié à, je dirais, à la reprise des clients. Ceux qui ont refait du stock, qui ne vendent pas, ne commandent pas ou décalent. Et ceux qui ont la chance de conserver leur niveau d'activité espèrent combler en tout cas les mois de mars, avril, mai. Donc les situations sont diverses. Mais pour le groupe RGF, on est jusqu'à l'été sur une charge très importante. Le mois de septembre et l'enjeu de ce mois, c'est un peu ce dont on parlait également avec vous, Eric, ce matin. Vous nous disiez que ça va être un petit peu la date un peu charnière pour savoir où se situe également votre entreprise. Effectivement, le groupe avait décidé de maintenir ouvert l'intégralité de ses sites en France, hein. Donc les 6 sites étaient en production pour pouvoir rendre service à nos clients. Nonobstant, on a vécu quand même une période un peu compliquée, hein, comme tout à chacun, l'activité ayant baissé. Je dirais peut-être que le monde du plastique est celui qui est peut-être le moins impacté, en tout cas c'est celui qui a le moins souffert violemment, de notre point de vue. Pour autant, on sait bien que tous les projets automobiles, et on en discutait ce matin également, ont été repoussés. Il y en a certains qui sont annulés, ça c'est un peu plus grave. D'autres sont repoussés. Des projets qui étaient, j'allais dire, positionnés pour septembre, on parle plutôt de 2021 désormais. Donc, ça va être un petit peu ça, la vitesse de reprise, parce que pour l'instant, effectivement, je pense que M. Venn l'évoquait très justement, il y a des notions d'urgence qui existent. Donc, il y a une certaine précipitation. On nous demande beaucoup de réactivité, d'agilité. Ça, je pense que c'est un des mots-clés qu'on a en ce moment. Maintenant, c'est de savoir combien de temps durera cette activité soutenue et si elle se maintiendra après effectivement la période estivale. Et Vincent, est-ce que vous ressentez, vous éprouvez un petit peu les mêmes problématiques au niveau de Stobli? Alors nous, c'est vrai que nous sommes sur des niveau robotique sur des marchés sur de l'investissement, hein, sur des projets assez longs. Les projets qui ont vraiment soutenu l'activité pendant la période du Covid, c'était vraiment tout ce qui touchait médical et pharma, hein. Ça faut être clair, ça a marché très très fort. Ça a compensé un petit peu la baisse brutale de l'automobile. Pour être clair, c'est vrai que les projets automobiles ont été stoppés, repoussés dans le meilleur des cas. La création de projets a été alors si je parle sur la France, hein, très très faible sur les mois du Covid. Par contre, étonnamment, juin est un mois au moins aussi bon que l'année dernière en création de projets, qui était une très bonne année. Donc, ce qui veut dire que pour les mois qui viennent, pour nous, c'est plutôt un signe d'optimiste, hein. C'est que normalement les projets qu'on crée maintenant, c'est des commandes dans les 4, 6 mois, 1 an. Donc, ce qu'on avait peur vraiment, c'était un arrêt complet des créations de projets, parce qu'on a vraiment beaucoup d'inertie nous, hein, sur l'activité. Donc, les projets en juin sont très bons. Alors voilà, on va être optimiste sur la suite. Et c'est vrai que sur la France, nous on a une particularité, on est très très diversifié. On travaille beaucoup pour l'agroalimentaire, pour le pharma, et c'est ces marchés-là qui portent l'activité aujourd'hui, hein. L'automobile reste malgré tout très bas. Et c'est vrai que nos clients automobiles souffrent beaucoup. Après, ça va être très disparate selon les pays, hein. Il y a des pays qui souffrent plus que d'autres. La Chine avait redémarré assez tôt, assez fort, et puis ça a l'air d'être plutôt calme maintenant. C'est vraiment difficile de faire une généralité, mais sur la France, étonnamment, on va garder ce signe-là que les créations de projets sont bonnes. Et Jean-Philippe, est-ce que vous partagez cet optimisme raisonnable et modéré? Bah écoutez, oui, on garde bon espoir. On est aussi présent dans de nombreux secteurs d'activité, donc effectivement, on constate des choses très disparates si on va parler de l'aéronautique ou l'automobile, où c'est un vrai arrêt brutal, avec d'autres secteurs d'activité qui se maintiennent. Je suis assez d'accord que à aujourd'hui, c'est encore difficile d'avoir des prévisions sur ce que sera la fin de l'année. Mais on constate quand même que en ce mois de juin, il y a une vraie reprise. Elle est disparate à certains endroits, 25, 50%, 75%. Bon, on reste attentif, vigilant. Et voilà, on a eu aussi la chance, nous, Trellbank, de ne quasiment pas fermer d'usine pendant toute cette période, de rester actif, on a pu. Donc bon, on suit ça de près. Ouais.
Écoutez, merci beaucoup. Et puis on garde tous espoir et on croise les doigts pour que tout se passe bien également à la rentrée. Un grand merci en tout cas à chacun d'entre vous pour votre présence et pour ces échanges. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire dès demain sur le site de Global Industrie ou sur l'application. Et je vous invite bien évidemment, si vous le souhaitez, à utiliser cette plateforme pour poursuivre vos échanges et poser les questions que je n'aurais pas eu le temps de relayer à nos intervenants. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et très bon après-midi à tous. Au revoir.